Bonjour Colline. Bonjour. On t'invite aujourd'hui pour discuter dans un podcast qui s'appelle Et demain. Le concept est assez simple. On invite des entrepreneurs, entrepreneuses engagés à partager leur vision de leur métier et puis comme son nom l'indique, à nous partager comment ils imaginent que demain ça va se passer. Donc merci déjà de t'être rendu disponible. Avec plaisir. Et puis on va démarrer par Colline, qui es-tu? Donc Colline Cinquin, moi je suis albigeoise, je suis pur produit albigeois. J'ai fait mes classes à Paris dans la gestion hôtelière. Donc une école privée de gestion et management en hôtellerie de luxe. Alors ça c'est le nom pompeux qui fait plaisir aux parents. Et puis j'ai eu l'opportunité très rapidement d'être entrepreneur dans mon secteur, donc l'hôtellerie-restauration. Et j'ai monté ma première boîte, j'avais 20 ans. C'était un restaurant semi-gastronomique sur l'île de Saint-Martin, côté français, puisque c'est une île binationale. Et donc, avec mon ex-mari, on avait créé ce restaurant pour les locaux et pour les notables de l'île qui venaient manger là. Et on avait innové déjà sur la partie cuisine, puisqu'on était sur la mouvance de la cuisine moléculaire. Et voilà, on a un peu importé ça dans les Antilles. Et donc ce restaurant, on l'a tenu pendant 6 ans. Puis on l'a revendu, je me suis séparée. Je suis revenue sur Paris où j'étais à la direction d'hôtels de luxe, à Paris 1er, dans des hôtels boutiques. Et puis ma mère est tombée malade et divorce de mes parents. Donc je suis rentrée en albigeois pour m'occuper, pour être plus proche d'elle, de manière générale. Et j'ai créé ma deuxième boîte en étant dans le Tarn, qui était du consulting en finance hôtelière. Donc là, je pouvais travailler à distance, mon job était de remettre des business plans complets concernant l'ouverture d'hôtels de luxe. Donc mes clients étaient des investisseurs qui avaient l'idée de mettre en place et de créer ces hôtels-là selon une démarche marketing peaufinée sur des territoires. Et donc j'ai eu la chance de travailler sur Bali, sur Marrakech, en Barcelone pour créer des hôtels qui maintenant voient le jour. Donc je suis fière de moi, c'est vrai que mes calculs étaient bons. Et puis voilà, et en 2019, il y a un autre projet qui prend beaucoup de place. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Puis je reviendrai sur des moments que tu as partagés pour avoir un peu plus d'infos. Oui, en 2019, donc, mes grands-parents maternels décèdent. Des grands-parents, comme on peut imaginer, proches, qui sont très aimants avec nous, leurs petites filles. Ils disparaissent et ma mère est fille unique. Donc elle est malade, je l'ai dit, elle est toute seule, je l'ai dit. C'est important en fait dans l'histoire. Bien sûr. Et mes grands-parents ont du patrimoine immobilier. Alors, on ne parle pas d'un très haut patrimoine en termes pécuniaires, financiers ou rentabilité. C'est des biens de famille, dans sa plus pure définition, c'est-à-dire une petite maison au fin fond du Tarn, derrière Puylaurens, construit par mon grand-père, un chalet en Ariège, puisqu'il était ingénieur dans le bois, donc il a fait construire ça. Il y a un appartement où a vécu ma grand-mère, sur l'Avor, pour tout dire, et la maison principale de ma maman, qui est en centre-ville d'Albi. Ces biens-là sont remplis d'histoires, sont remplis d'anecdotes, sont remplis de souvenirs. La question pour ma mère, c'est, après le deuil et tout ça, elle veut conserver ses biens pour nous les transmettre à nous, ses filles, nous sommes 3 filles, pour faire perdurer l'histoire. C'est son objectif. Et comment elle fait, comment on fait à ce moment-là, on vient les dimanches avec mes sœurs, on se relaie, on ouvre les courriers, on lui crée un tableur Excel, on rentre les biens par colonne, les charges et les dépenses sur la ligne de gauche, et on remplit et on fait croiser les relevés bancaires, et en fait on va à la pêche aux infos. C'est un casse-tête administratif pas possible parce que chaque bien a son propre interlocuteur, notaire, expert comptable, agent CIMO, syndic. Donc il faut déjà aller à la rencontre de ces experts-là qui l'entourent, dont elle n'avait pas connaissance, bien sûr. Il y a moult banques
rattachée à ces biens-là. Donc il faut faire le tri, il faut qu'elle y voit plus clair, toujours dans son besoin de comprendre et de centraliser. Et donc on fait ça, on lui fait ses colonnes, on lui fait ses dossiers colorés sur son bureau pour chaque bien, on range les factures, et à un moment donné on n'en peut plus quoi. On n'en peut plus, on ne peut pas être là tous les dimanches à faire des repas de famille qui se rallongent et à finir sur les ordis. Et c'est insupportable en fait, parce que nous-mêmes on a nos propres actifs. Enfin, on est 3 filles avec 3 façons de penser la gestion financière différentes. On a nous-mêmes nos propres actifs, on est la première génération digitale. Alors oui, on maîtrise, mais on n'a pas les mêmes structurations familiales, immobilières, financières, patrimoniales de manière générale. Donc il faut s'entendre aussi dans une fratrie quand ça arrive. Donc voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. Et voilà, et à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible quoi. Il n'y a pas encore une solution qui existe, facile, pour elle, mais pour nous aussi, qui lui permet justement de répondre à ces points de douleur à elle, mais aussi à nous, puisque c'est les mêmes. C'est-à-dire centraliser un maximum d'infos, comprendre en temps réel ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai payé hier, qu'est-ce que je dois payer demain, des trucs très simples, des informations factuelles. Hein. Et enfin, d'anticiper la succession en partageant certaines informations à ses enfants. Ça, c'est notre modèle. Après, voilà, dans le circuit, c'est un peu différent. Mais le point de départ, c'est ça. C'est ces trois points de douleur qui sont notre terrain de jeu maintenant dans la technologie. Cette idée-là est devenue une obsession, une réelle obsession. Je faisais des business plans pour l'hôtellerie. J'ai commencé à faire un business plan pour ce projet-là. Je ne savais pas que je faisais de la gestion patrimoniale. Je ne savais pas que je faisais de la tech. Vraiment, c'est juste, j'ai écrit, j'ai déroulé, j'ai rédigé ce qu'on était en train de vivre. On sort du confinement. J'ai mis de côté mes business plans, j'avais rendu mon dernier livrable et voilà, ça m'obsédait, hein, ça devenait une obsession, hein, ce projet-là, qui me prenait mes jours, mes nuits. Je venais d'avoir ma 2e petite fille, donc chaud. Et en fait, quand ça devient une obsession, ça devient vite un projet. Et pour que ça devienne un projet, il me fallait la validation de quelqu'un qui s'y connaît. Je ne pouvais pas me lancer comme ça, en ayant monté 2 autres boîtes, à me dire c'est juste parce que j'ai une idée qu'elle est formidable et lumineuse. Ça ne marche pas comme ça. Et il faut aller questionner. Donc j'ai pris, je me souviens encore, hein, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai regardé dans mon répertoire, dans mon réseau, la plus proche personne qui avait des connaissances en IMO ou même courtage, enfin les CGP, je ne savais même pas que ça existait ce mot-là. Donc j'ai pris voilà, la première personne que j'ai trouvée dans mon répertoire. C'est pas du tout mon réseau, hein, donc, et je prends rendez-vous avec cette personne-là, elle me reçoit, je lui pitch, alors je savais même pas que je pitchais, hein, je lui raconte ce que j'étais en train de faire, et elle me dit mais c'est lumineux. Il y a un temps d'arrêt, en fait, il y a eu un gros silence, je me dis soit c'est vraiment de la mouise ce que je suis en train de raconter, et c'est fait et ultra fait, et je suis has-been, soit il y a un truc. Et ce long silence a validé que c'était peut-être pas si idiot que ça. Elle m'a dit c'est lumineux, puis après elle m'a challengé, bon, voilà, comment tu comptes faire ça? Elle m'a donné des pistes de réflexion, de développement, elle est allée très très loin. Alors je dis elle parce que elle m'a amené aussi son cabinet, c'était une CGP à Gaillac. On avait refait une réunion avec ses associés, et puis ces personnes-là ont mis de l'argent. C'était les premiers investisseurs de ma boîte, ils étaient au capital. Maintenant ils y sont plus, on les a rachetés, ça fait partie de l'aventure start-up. Mais ils ont validé mon hypothèse. Ils ont validé mon hypothèse et c'est parti de là. Donc maintenant, si tu veux que je te dise maintenant ce que c'est Omédom? Là, on t'écoute parce qu'en fait, on sent c'est chargé d'émotions tout ce que tu es en train d'expliquer. Et puis, c'est fort comme tu fais le lien entre je partage un sujet que j'ai vécu. Je me suis retrouvé dans une situation, une impasse, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de solution? Et qui mieux placé que toi pour justement penser à cette solution en étant un peu des deux côtés, entre créateur de la solution et utilisatrice de la solution. Oui, complètement. Voilà. Et d'ailleurs, ce que tu viens de dire là est toujours valable. Et on parle beaucoup de... Alors, il y a 2 sujets. C'est la vision que tu viens de donner, que je suis créatrice et utilisatrice, c'est notre cœur de métier. Et ça le restera. Chez Omédom, ça fait aussi partie des valeurs de la boîte. C'est
le propriétaire au centre de nos préoccupations. Et donc comment la tech y répond. Donc ça, ce que tu viens de dire, c'est absolument fondamental. Le deuxième sujet que je voulais évoquer par rapport à cette histoire-là, c'est que je ne suis pas Startup Nation. Je ne suis pas Mastéos, je sors pas de grandes écoles d'ingénieurs pour faire une start-up. Je sors de mon histoire, où j'avais une carrière plutôt confort, et que je me remets tout à plat et je recommence autre chose, avec mes compétences et d'autres que je n'ai pas, pour créer une idée qui est dans ma tête. Et quand on me dit, oui, tu lèves des fonds parce que tu es une start-up, bien sûr que non, purée. Je lève des fonds parce que j'ai besoin d'atteindre cet objectif-là dans ma vision d'entreprise, dont on parlera sûrement, et dans mon histoire. Je lève pas des fonds parce que c'est rigolo, hein. C'est loin d'être fun, parce que c'est loin d'être facile, et surtout dans le contexte actuel. Mon sujet, c'est comment ma solution répond au plus grand nombre pour faciliter les transmissions et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette au moment de la succession. C'est ça mon sujet. C'est ça qui me fait lever le matin. Qu'est-ce que la tech peut rajouter dans la solution pour qu'il n'y ait pas de perte d'information? Il faut savoir, pour les chiffres, pour le remettre au médium dans son contexte maintenant, dans les histoires de transmission, c'est que l'histoire de ma mère, en fait, si on prend un peu de recul, c'est la génération des baby boomers. Les baby boomers vont disparaître d'ici 15 à 20 ans, 10, 15, 20 ans max. Ils détiennent à 80% le patrimoine immobilier, le patrimoine financier. C'est la dernière génération papier. Donc en fait, le point de focal de ma mère met en exergue en fait 3 problèmes. Un problème sociétal, un problème social et un problème technologique. Dans cette transmission qui va avoir lieu dans les 10, 15 à 20 prochaines années, il va se transférer au niveau mondial d'ici 2030, hein, c'est demain 2030, près de 1000 milliards de dollars qui vont être transférés. 10% de perte d'infos entre 2 générations qui n'ont pas les mêmes codes et les mêmes usages, des familles recomposées, nous à notre niveau, des actifs diversifiés de plus en plus complexes, je dirais pas complexes, mais en tout cas qui sont sur le marché, voilà, pour faire simple. Et donc comment ces 2 générations communiquent-elles en prenant encore en compte cet écart? 10% de 1000 milliards, ça reste des sommes considérables. Ça veut dire que c'est 1000 milliards, tu as une source, tu as des données, comment tu sors ce chiffre? C'est une étude de 2019 faite par Forbes aux États-Unis sur la section finance. Et il y a un article qui est sorti. Les États-Unis sont prédécesseurs sur ce sujet-là. Quand j'ai fait mes recherches, on n'en parle pas beaucoup de ce sujet en France, parce que éducation financière, parce que tabou sur l'éducation financière de manière générale. Tu parles du sujet de la transmission de patrimoine, le sujet d'avoir du patrimoine? En France, il ne faut pas trop dire quand on a du patrimoine. Oui, c'est vrai, c'est culturel, oui. Les États-Unis ont un temps d'avance et donc ce sujet est arrivé plus tôt. Il arrive, hein, je ne dis pas qu'on ferme les yeux, c'est juste qu'en étant allé au CES à Las Vegas, en discutant avec des potentiels utilisateurs ou investisseurs, on dit mais ce sujet, mais 1, c'est pas tabou chez nous, 2, on n'a pas 2-3 biens, on en a 15-20 et c'est un petit patrimoine, et le sujet de la transmission, il est déjà traité, on a des super CGP en interne, en famille, dans nos familles, des super family office qui traitent plusieurs familles. C'est déjà ancré dans leur système, donc c'est pas tabou et ils sont accompagnés. Donc voilà, ce chiffre de 1000 milliards est sorti dans Forbes en 2019, donc ça fait déjà un petit moment. Voilà. Donc, ok. C'est ce que je voulais dire. Mais super, ça me donne plein de questions à te poser. Avant de partir plus loin dans cette histoire familiale et dans tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu as vécu, tu as démarré en parlant d'une création d'entreprise à 20 ans. Oui. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes. Qu'est-ce qui te pousse à 20 ans à créer une entreprise? Est-ce que c'est un contexte familial? Est-ce que tu as rencontré des gens qui t'ont boosté là-dessus? C'est quand même un âge assez précoce aujourd'hui pour ouvrir une entreprise. Et puis, si j'ai bien compris, tu es quand même parti très loin de ta famille. Donc content d'ouvrir une entreprise, je le fais aussi très très loin de mes ressources familiales. En général, quand c'est un peu difficile, on peut, à 20 ans, on a encore le droit d'entendre voir maman, papa le week-end quand ça va pas bien. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu prends ce chemin-là à 20 ans? J'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée. Si, je sais, mais
Maintenant, avec le recul, oui. Mais je n'ai aucune idée de pourquoi je l'ai fait à ce moment-là. Maintenant, 17 ans plus tard, du coup j'ai 37 ans, je n'ai pas dans ma famille d'entrepreneurs. Par contre, s'il y avait une école de l'entrepreneuriat, je pense que ça aurait été cool. Je pense que je me suis cherchée. Je suis un profil qui rentre difficilement dans des cases scolaires parce que je comprends pas ce qu'on me demande, parce que je vais trop vite ou pas assez, enfin ça colle jamais. Alors j'étais plutôt bonne élève, hein, mais avec dureté. Et en fait, quand j'ai une opportunité de créer, j'en reviens à ce mot de création, c'est pas créer une entreprise, c'est créer tout un concept, mais ça va plus loin que ça, c'est faire adhérer à plusieurs personnes à son projet, et ça c'est la plus belle des reconnaissances en fait. Dans la pyramide de Maslow, j'attends pas de la reconnaissance de merci, j'attends de reconnaître mon projet en premier lieu, que c'est juste, que c'est vrai, que c'est réel. Alors que le projet du resto, c'était ça, il y avait encore une fois, je l'utilise, mais il y avait un trou dans la raquette en termes de restauration sur cette partie de l'île, sur ce concept-là. J'avais le mari qui avait les compétences pour le faire, et une opportunité business. Et d'ailleurs j'avais oublié cet élément, mais c'est un héritage un héritage qui était bien tombé pour moi, où je pouvais aussi mettre des ronds. Et j'ai choisi de mettre ces ronds-là dans ma première boîte. Mais quand je l'ai créé, je me suis pas dit oh là là, je deviens entrepreneur. Je le sais que maintenant que je suis entrepreneur, parce que je crois qu'on vit tellement. La dureté d'être entrepreneur, on le vit maintenant, et on a vécu tellement de choses que on a le panel de l'entrepreneur là maintenant. On a difficulté dans la restauration, on a difficulté dans l'hôtellerie. Là avec la tech, ça se recoupe, hein, difficulté, mais je n'ai pas conscience que je suis entrepreneur à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec quand même des choses très similaires, même si les secteurs sont différents, l'aventure entrepreneuriale, tu parlais de l'école, souvent c'est je prends des coups et puis en fait je me relève et j'apprends des nouvelles choses par les coups que je prends. Tu as dû prendre des coups à 20 ans, t'en prends encore aujourd'hui. Bon, tu dois les aborder de manière un peu différente et puis des fois avec plus de recul ou même plus d'anticipation. Mais pourquoi à 20 ans tu te dis pas entrepreneuse et aujourd'hui tu te dis entrepreneuse? Parce que je deviens sage. Mais dans l'exercice de ce que tu fais, oui, alors... Tu l'es tout autant, ou c'est que tu as quelque chose de plus désintéressé à 20 ans, tu mets moins de cœur, tu mets moins d'émotion, tu mets peut-être moins je pense que c'est d'énergie. C'est l'inverse. Je pense qu'à 20 ans, on est plein d'énergie, on est complètement rêveur. Partir effectivement à l'autre bout du monde, tu l'as dit, sur une île paradisiaque, oui, tu pars, tu prends ton sac à dos et tu t'en vas. Là, partir à l'autre bout du monde avec mon sac à dos, je vais réfléchir maintenant. Avec les deux filles. Avec mes deux filles, voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est peut-être que maintenant, quand je dis sagesse, c'est dans le sens où d'anticiper et être très conscient, et ça je le dis encore et encore, d'être très conscient de qui on est, d'où on vient, qui je suis, là où je suis bon, là où je suis pas bonne, comment je m'entoure des gens qui ne sont pas moi. Et ça, c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui et de continuer cette aventure au Médom. C'est qu'avant de créer, j'ai fait mes 2 colonnes, plus, moins, ce que je sais faire, ce que je n'ai pas envie de faire, là où je suis vraiment nulle. Et dans les moins, ce que ça, c'était ça ce que je veux dire. Et du coup, mes associés doivent correspondre à ma colonne moins. Voilà, mon associé parfait, c'est ma colonne moins. Et je l'ai trouvé une semaine avant de créer la boîte, enfin oui, ça s'est fait comme ça, effectivement. Une fille que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui n'est pas mon amie, qui n'est pas dans mon cercle familial. Donc ça aussi, ça fait partie de la sagesse. Hein. Je ne voulais pas prendre des gens trop proches de moi pour créer cette aventure-là. Et cette fille se pointe, elle est chez Airbus, elle a 20 ans de carrière au cloud chez Airbus. Pour une Toulousaine, c'est presque normal. Et je lui pitch mon projet comme je viens de te le faire, et elle me dit ok, moi je crois en ton projet, quoi. Je crois en toi, et si j'avais une sœur, je crois que je t'aurais suivi aussi. Et Héloïse est toujours dans la boîte, elle est CTO et elle est cofondatrice. CTO, pour ceux qui n'ont pas l'acronyme. Oui, c'est vrai, c'est la responsable technologique et cybersécurité. Oui, 20 ans d'expérience dans le sujet amène un peu de crédibilité
à tes côtés. Et puis, encore une fois, elle n'est pas moi. Dans ma colonne, moi, j'avais besoin de quelqu'un de stable, de fiable. Alors, ça ne veut pas dire que je suis instable et pas fiable. C'est juste que quand on est entrepreneur, on a des idées à la minute. On a envie de tout faire et de conquérir le monde. Et je le sais. Dans ma colonne, moi, il me faut quelqu'un qui me dit « mais ». Tu vois, moi je suis le et, il faut faire ci, et ça, et ci, et ça. Elle me dit mais, du coup ça me réduit le spectre, et finalement on se trouve d'un commun accord. Et voilà, c'est dans ce cadre de sagesse où je déconstruis d'où je viens. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que la psychothérapie, quand on veut monter une boîte, est pas inintéressante. Parce que on va passer par des phases émotionnelles extrêmement hautes ou extrêmement basses, et pour pouvoir les passer, il faut réduire la courbe sinusoïdale, quoi. Le delta entre les deux. Le plus haut et le plus bas. Exactement. Et ça, il faut savoir pourquoi je monte dans les tours, ou pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis ultra heureuse, ou trop heureuse, ou trop... Voilà. Le trop, on peut le restreindre en sachant ses propres mécanismes. Et donc, voilà, savoir d'où je viens, qu'est-ce qu'on m'a transmis, qu'est-ce que je ne veux pas garder, qu'est-ce que je veux conserver, qu'est-ce qui est moteur, qu'est-ce qui ne l'est plus. Que je rende à mes parents ce qu'ils m'ont légué de bien ou de mauvais en termes de valeurs et de culture, pour ne garder que moi. Et finalement, je me construis aussi avec Omedom. Omedom me construit comme je construis Omedom. Oui, mais de ce que tu partages, de toute façon, Omedom, c'est une partie de toi qui avait besoin d'être extériorisée, et de besoin de trouver une réponse. Heureusement. Mais je reconnais bien le côté entrepreneur. Tu as plein de choses qui se sont développées comme ça, en se disant, dans l'utilisation du quotidien, tiens, mais ça n'existe pas, ça. Oui, voilà. Rien que ça, voilà. Après, la sagesse dont tu parles, des fois, c'est aussi la capacité à se dire, bon, le et, je vais arrêter. Parce qu'en fait, à avoir plein de et, j'ai plein de bonnes idées, il n'y en a aucune que je vais pouvoir mener à bien, ou alors au détriment d'un sacrifice physique, ou pas de vie de famille, ou pas de choses comme ça. Le problème, c'est que le et perdure, quoi. Et oui. Donc on teste, et tout ce qu'on peut imaginer d'Omedom maintenant, c'est un pourcentage de réussite sur 90 de tests et d'échecs, ou en tout cas d'apprentissage. Voilà, on va le dire joliment. Mais le et perdure malheureusement, et j'essaye de grandir encore là-dessus. C'est peut-être important d'essayer de le conserver, parce qu'il y a... Là, on part sur un autre sujet, on reviendra évidemment après sur les questions que j'avais par rapport à ce que tu as partagé. Mais ce qu'on appelle des fois maturité, sagesse, on peut aussi identifier comme étant ce côté perte un peu du dynamisme qu'on a quand on est plus jeune et qu'on a envie de conquérir le monde, comme tu disais, etc. Et ça peut être un peu dommage de perdre ça. Voilà, parce que je crois qu'on fait le deuil à un moment de ça, mais c'est pas forcément plaisant. C'est pas satisfaisant. Non, c'est vrai. Non, c'est pas satisfaisant. C'est frustrant. Voilà. Et c'est cette frustration qu'il faut... je crois qu'il n'y a pas de bonne réponse, hein, mais comment on arrive à ne pas être trop frustré du faire de deuil, compliqué. Tout en étant quand même capable d'aller au bout des idées qu'on a, parce que je crois que c'est aussi très frustrant de se dire, tiens, j'ai quelque chose qui compte vraiment pour moi et j'y mets pas, ou j'y ai pas mis l'énergie après pour le développer. Et on est en plein là actuellement d'ailleurs. Alors, petite question très rapide. Omedom. Donc O-M-E-D-O-M. Dom, domicile. Omé, home, la maison. Alors au début, il y avait un H. Ok. Et ben alors pourquoi il est parti au seul H? J'ai montré ça à ma mère. Elle m'a dit, écoute, H et home, ça fait trop penser aux hommes et ta solution, elle ne va pas s'adresser qu'aux hommes. Il faut que tu m'enlèves ce H, c'est trop connoté. Ok. Donc elle m'a fait virer le H. D'accord. Maman est conseillère en marketing. Écoute, je ne sais pas si c'est l'idée du siècle, mais pour l'histoire, c'est funky. Non, mais on aime ces petits détails d'histoire qui donnent justement ce côté vivant aux entreprises, et notamment les entreprises qui sont créées comme toi tu l'as créé. C'est ce qui nous plaît. Et puis effectivement, à conquérir le monde, moi je voulais le home. Je le voulais le home quelque part, parce que je savais qu'à un moment donné, je ne sais pas quand, on irait sur d'autres marchés, donc la solution allait passer en anglais et espagnol. Donc je voulais garder ce home, que domicile est très français. Donc voilà, mon Omedom reste home dans ma stratégie. Ok, là on est sur les sujets un peu de développement, c'est ça que tu as imaginé pour la structure. Je reviens sur le démarrage de cette aventure. Donc une situation familiale avec un isolement de ta maman, une complexité administrative,
Tu parlais des 3 sœurs qui doivent prendre des décisions en commun. Il y a un sujet sur lequel nous, dans nos métiers, on parle beaucoup, c'est d'éviter ce qu'on appelle l'indivision. Et tu n'étais pas forcément dans ce cas-là, mais déjà prendre des décisions à 3 sur du patrimoine, quand il y a des intérêts divergents, c'est toujours très très compliqué. Et à un moment, tu te dis, bon, je vais créer la solution. Est-ce qu'il y a eu un événement, un truc qui a fait basculer? C'est-à-dire que la seconde d'avant, tu étais dans... Il n'y a rien qui existe. Et la seconde d'après, tu étais, allez, je vais créer un truc. Honnêtement, c'est, je l'ai dit une fois, c'est très bête. Hein. C'est juste que je me revois avec le paquet de lettres, là, encore soupli, ma sœur sur Excel. Et il y a un dossier, mais monstrueux, voilà, qu'on vient de classer, qui tombe du bureau de ma mère, mais je suis en colère, quoi. En fait... Dans mon tempérament, il y a un côté je sais pas, de colère, de rage qui me fait avancer aussi, hein, je le sais. Mais colère contre quoi, du coup? Qu'est-ce qui te met dans cet état-là, à ce moment-là? Qu'on va encore passer du temps. On va encore passer du temps et qu'il va falloir que je répète à ma mère où est-ce que j'ai rangé son truc, que ma sœur repointe si les documents qui viennent de s'effondrer, ils sont bien dans l'Excel ou dans le Drive d'ailleurs. Et puis repointer, et c'est sans fin, c'est sans fin. Et puis le mois d'après, ça sera la même avec un autre document. Et ce dossier, mais la pochette était rose fuchsia, mais c'est insupportable, rien que d'y penser, mais je suis comme ça. Il t'a marqué. Ah. Il y a des gens qui font des cauchemars de monstres, et toi, c'est des pochettes roses. Ah oui, mais oui, je crois que c'est ça qui a basculé. Ma sœur, qui est très pragmatique, qui est ingénieure, était aussi au début de cette histoire-là. Marianne, elle est très juste dans sa perception. Il y a un besoin et comment on y répond. Et cette idée-là, elle l'a touchée du doigt et moi j'ai enfoncé le clou. Parce que voilà, on ne voulait pas revivre ça chez ma mère. On a nos vies, on n'a pas envie, comme je t'ai dit. On va pas passer nos dimanches après-midi là-dessus, quoi. Est-ce qu'il y a une part de toi qui... Donc cette colère, tu nous l'expliques, mais est-ce que c'est amplifié par le fait que c'est aussi pour faire pérenniser une histoire familiale, parce qu'il y a des biens avec beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions, et que tu dis, mais en fait, il n'y a rien aujourd'hui qui nous permet de pouvoir justement conserver ces biens, conserver cette histoire, et que si on n'est pas en train de se démener avec mes sœurs, je ne sais pas ce qui va advenir de ce patrimoine-là plus tard, ou qu'en fait on va peut-être perdre une histoire familiale. Mais c'est ça, c'est ce que je dis en pitch, plus vulgairement maintenant, mais c'est vrai que si tu me reposes la question sur l'histoire, c'est hors vulgarise, hein. Vas-y, hein. Là tu peux te lâcher. Non, mais c'est des biens auxquels on tient toutes les trois, de manière différente. On sait que la succession de ma mère va mettre à mal notre fratrie. On est tellement différentes que si ma mère disparaît demain en l'état patrimonial, ça sera très dur, hein, mais la succession et les frais qu'on va payer dessus va mettre fin, je pense, à nos relations. On est dans la passion, comme toute relation de passion, ça peut être terrible. Et on le sait que cette succession-là va être pas évidente. Et perdre ces biens, ou en tout cas l'autonomie sur ces biens-là, c'est anxiogène. Pour chacune des trois, à différents moments, à différents niveaux. Parce qu'encore une fois, on est très très différentes dans la manière de gérer le patrimoine et nos familles. Ça va avec, hein, ça va de pair. Hein. Donc c'est... retrouver de l'autonomie sans... Il y a un truc qui nous agace profondément, qui est commun à toutes les quatre, du coup. C'est le fait que dès qu'il y a du patrimoine, on a des appels téléphoniques ou alors des trucs dans des flyers dans les boîtes aux lettres. Est-ce que vous vendez le bien? Est-ce que vous vendez le bien? Et je sais, ça aussi, ça m'avait marqué, que dans la boîte aux lettres de ma mère, il est sans arrêt, est-ce que vous vendez ce bien? Mais rien que d'entendre ce mot, c'est la maison de ma mère sur Albi est tellement chargée. Moi, j'ai tellement de projets, et avec ma façon de penser entrepreneur, j'ai plein de projets pour cette maison, pour continuer de la garder.
que rien que de voir vous vendez, mais c'est hors de question en fait. Enfin, lâchez-nous, je ne t'ai rien demandé. Oui, par contre, il n'y a pas de prise en compte, encore une fois, de l'histoire et de l'émotion de la famille dans ces démarches-là. Exactement. Et c'est marrant parce que stratégiquement parlant, ça revient aujourd'hui. 4 ans plus tard, cette histoire de comment on remet l'histoire au centre de la gestion patrimoniale et financière, c'est le sujet d'hier et aujourd'hui, vraiment. Hein. C'est comment on prend en compte l'individu, sa personne, ses bons vouloirs, son histoire, sa culture, les biens qu'il a autour, pourquoi il veut les conserver et lui donner les moyens en termes de services technologiques ou de services tout court pour son histoire. Et on est en train de renverser, c'est là où c'est en même temps passionnant et extrêmement complexe, on est en train de renverser un peu la vapeur. Omedom fait un peu ovni dans cette gestion patrimoniale parce que justement le départ d'Omedom, finalement ça reste le milieu et peut-être que ça sera la fin ou la suite en tout cas. C'est hors de question que une agence immobilière nous démarche ou un CGP nous démarche. J'ai rien contre ces métiers-là, c'est juste une manière de penser en France. Une agence immobilière veut aller chercher des biens. Okay, un CGP va faire du placement, cherche des leads qualifiés pour faire du placement. C'est très descendant comme stratégie. Et on se rend compte avec Omedom qu'on le renverse. C'est-à-dire qu'en faisant une solution pour être autonome, pour fluidifier les relations, pour comprendre ce qui se passe en temps réel, finalement on a de la donnée qui intéresse au-dessus. Tu vois, on intéresse les agences immo, on intéresse les assureurs, on intéresse les experts comptables, les notaires, parce qu'on est parti de là. Et que la tech répond en tout premier, et ça fait aussi partie des valeurs de la boîte, notre indépendance fait qu'on en est là aujourd'hui et que le cœur de la machine reste l'histoire de nos propriétaires. Et comment on leur amène des outils pour qu'ils restent autonomes, sans aller dans des métiers d'expertise ou de conseil, ce n'est plus mon métier. Ce n'est plus mon métier. La tech s'arrête là. Je suis une boîte de tech qui répond à des besoins, effectivement, d'organisation intellectuelle, culturelle, mais hors de question que je leur propose des placements financiers ou de l'optimisation fiscale. Ce n'est pas mon sujet. Tu trahirais peut-être aussi la confiance que les familles ont dans Omedom pour les sortir d'une situation complexe. Oui. Et donc, évidemment, ça perdrait tout le sens et toute l'histoire que tu raconterais ne serait pas alignée avec cette prise de décision. Et le nombre de choix, les choix à chaque fois, c'est revenir à nos valeurs d'entreprise, c'est dont fait partie l'indépendance. Il y a eu des rapprochements pour achat de bases de données, pour achat de leads. On s'est posé la question, hein. On s'est posé la question, mais si on revient à nos valeurs d'entreprise, dont l'indépendance, il n'y a pas de sujet en fait. Je ne vois pas vendre l'adresse mail de ma mère à IAD, Orpini, AXA. C'est mort, donc stop. On leur fait pas de mauvaise pub, mais ce on que fait tu pas veux de dire, mauvaise dans mon produit, dans ma stratégie. Aujourd'hui, et je te rejoins, c'est des organismes qui sont assez agressifs d'un point de vue commercial. Bon, c'est le jeu du côté concurrentiel, mais qui font abstraction de tout ce que ça peut impliquer comme conséquence familiale, le fait d'aller racheter un bien, de proposer des biens, etc. Donc ça rejoint évidemment ce que tu dis. Dans tous les cas, ça se rejoint. Et je crois qu'aujourd'hui, tu as des familles qui, devant toute la complexité pour certains de gérer des sujets, alors nous, c'est vrai qu'en tant que family office, on le voit des fois, hein, des personnes qui sont complètement perdues, qui se retrouvent du jour au lendemain, comme tu le disais, avec des courriers dans la boîte aux lettres, ils ne savent plus quoi faire, des relances, même des fois des factures d'Orange sur des trucs impayés, des trucs, ils disent mais qu'est-ce que je fais de tout ça ? Il est où cet abonnement, quoi ? Et la première des solutions que ces personnes-là imaginent, à regret, c'est mais je vais vendre, en fait, je vais vendre. J'ai eu un truc du plus offrant, et puis là, en fait, on sort un actif qui est chargé d'histoire, qui pourrait être transmis dans la famille à un tiers économique extérieur, et qui va, en fait, faire perdre toute l'histoire de ce bien-là. Et encore une fois, dans ce que tu dis, libre arbitre à chacun. Hein. S'il y a une vente, c'est très bien aussi. Je ne prône pas de garder les biens. Je prône le libre arbitre de prendre une décision
par rapport à un état des lieux de son patrimoine. Donc, oui, tu défends la possibilité pour les familles de conserver, si elles le veulent, plutôt que d'être dans l'obligation de vendre parce qu'elles sont dans l'incapacité technique de conserver certains biens. Ou d'incompréhension, effectivement. Au Medom, toi tu l'utilises aujourd'hui, est-ce que ça facilite l'échange avec tes sœurs et ta maman au quotidien? Disons que dans la solution, il y a le partage de biens entre tiers. C'est-à-dire que ma mère a complété sa solution. Donc elle a mis ses actifs, donc résidentiels et locatifs. Et bientôt, enfin non, pas bientôt, puisqu'on ne fait pas une SCI finalement. mais elle a rentré ses biens, elle a rentré les documents liés, elle a connecté les banques qui sont liées à ces biens-là. Et dans la succession, effectivement, on a un bien chacune d'un commun accord dans ce qui est proposé pour nous. C'est que chacune est un bien qui lui revient. Bon, après, c'est des questions qu'il faut voir avec le notaire. Nous, on s'arrête à la tech. Mais on y réfléchit. Hein, il y a plein d'axes de croissance. Mais en tous les cas, pour répondre à ta question, c'est que elle me partage en un clic, elle met mon adresse mail ou celui de mes sœurs par rapport à chaque bien. Je partage ce bien à ma fille 1, ma fille 2, fille 3, fils ou conjoint. Pour que ce bien-là, avec les documents, les informations, les comptes liés, puisse se remonter dans ma solution à moi, dans laquelle j'ai mis ma résidence principale, dans laquelle j'ai mis mon patrimoine financier également, et donc je vois le bien de ma mère apparaître. Il y a un partage d'infos entre les plateformes de chacun, avec du coup une simplification du transfert de toutes les informations du patrimoine familial. C'est ça. Oui, il y a un petit côté family office tech. On se pose toujours la question de la technologie au service de l'humain. Oui, complètement. La tech, mais pas de côté l'humain. Oui, c'est le grand sujet. Ouais. Mais tu es en plein dedans. Et tu as rencontré d'autres familles pour avancer sur cette solution, qui partageaient un peu tes difficultés. Qu'est-ce qui leur ressort quand tu leur en parles? Alors, ce qui ressort beaucoup en ce moment, c'est au niveau des ménages. En fait, il y a un décalage aussi. On touche aussi la charge mentale dans un couple. Et du coup, je l'ai dit tout à l'heure, on est des familles recomposées. Donc, une mère de famille a ses propres actifs avec les actifs de ses parents, dont elle commence à s'occuper. On est sur cette tranche d'âge, 45-55 ans, qui commence à se prendre une charge des actifs des parents. Puis elle se met avec une autre personne, son conjoint, Pax, peu importe, qui lui-même a ses propres actifs, mais il y a des actifs qui sont communs à son ex-femme, pareil de l'autre côté. Et en fait, c'est ça qui nous est dit, c'est que votre solution, elle est géniale pour pouvoir fluidifier nos relations, même au sein d'un couple. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as payé Hello de l'appart 42, l'autre, il a l'info, il n'y a même plus besoin d'en discuter. Ça a été débité, ou alors c'est le prochain mouvement de demain. Mais la charge est répartie, quoi. Voilà, il n'y a plus... c'est ça. C'est plutôt dans ce contexte-là que ça sort. Et du coup, ça change un peu tout aussi dans nos axes de communication. On est sur des sujets de famille au départ. Ça perdure, ça perdure toujours, mais voilà, comment on parle à un profil plutôt féminin. Alors, notre solution parle plutôt à des hommes, on le voit dans nos statistiques. C'est des utilisateurs hommes. L'intérêt pour la gestion patrimoniale des familles, c'est plus masculin aujourd'hui. Oui, c'est plus masculin. Mais comment tu l'expliques ça si tu peux l'expliquer, parce qu'après, peut-être que tu t'es pas penché sur le sujet. Je pense que c'est lié, on l'a dit tout à l'heure, mais juste à la gestion financière de manière générale, une espèce d'appétence à pouvoir suivre ses finances et à l'optimiser. Ça, c'est plus masculin dans la démarche d'aller vers ça. Les femmes, c'est plus dans la gestion du quotidien. Et donc, il y a plein d'applis qui sont plutôt féminines, en tout cas de gestion financière, et il manquait... Il y a ce public-là en tout cas qui ressort, et donc dans l'axe de communication, c'est peut-être aller tester de la pédagogie financière. Voilà, c'est un truc qui me tient à cœur aussi, faire de la pédagogie financière pour des nanas sur Insta. Voilà, il y a plein d'idées pour essayer de que chacun ait le même langage, le même langage et un verbatim pas simplifié. Je dis pas qu'on est teubé, c'est pas ça, c'est juste que ça soit au même niveau. Voilà, c'est donner les clés, c'est donner des clés de la formation. Tout le monde est capable de formation. comprendre, mais si tu donnes pas les clés de compréhension de la même façon, forcément, à la fin, tu as des compréhensions différentes. Comment la tech y répond. Donc, à venir à des choses très simples et factuelles.
Au début de l'échange, tu as donné un chiffre qui était de 1000 milliards. Tu as expliqué qu'il y avait dans 10, 15, 20 ans, on allait être confronté à ça avec ces problèmes de digitalisation, ces problèmes sociétaux. C'est quoi le risque du coup, s'il n'y a pas grand-chose qui est fait là, dans les 10 prochaines années sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui va se passer je sais pas, pour les familles, pour les villes, pour les régions, pour l'État? Peut-être que ça, on s'en fiche complètement. Non, voilà. Non, je m'en fiche pas. Je suis pas politique, donc moi je suis économique. Donc économiquement parlant, il y a déjà actuellement 7 milliards d'euros dans les caisses des dépôts à Paris qui sont issus d'héritages qui sont non réclamés. Et tu te dis, ce 7 milliards... 7 milliards 7 milliards d'euros. Ok, mais alors les gens ne sont pas au courant? Alors est-ce que c'est... Voilà, justement, se trouve dans la raquette dont je parlais, ils n'ont pas l'info d'un bien, d'un compte, d'une assurance vie, d'un coffre-fort. Si on ne l'a pas répertorié, que ce n'est pas écrit ou mentionné, ou qu'il n'y a pas de testament qui le mentionne, il y a un trou. Il y a une perte de qualité de vie pour beaucoup de familles qui auraient peut-être eu besoin de ces fonds-là. Voilà, au moins l'info. Après, c'est de la trésor, tant mieux pour eux. Mais et ces 7 milliards, ils finissent où du coup? C'est à la caisse des dépôts, ça dort. C'est là. Oui, il y a une durée, et puis au bout d'un moment, ça revient dans les caisses de l'État. Exactement. Oui. Et c'est un peu le même principe qu'au niveau des assurances vie. Si c'est pas réclamé. Alors maintenant, la loi a changé, et je pense que tu sais mieux que moi, mais il y a un devoir d'informer les ayants droit sur les assurances vie, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années. Voilà, s'il y a un décès, on n'avertit pas les ayants droit forcément. Maintenant, ça a changé. Donc encore une fois, c'est des trous, voilà, c'est des trous dans la raquette. Et avec la tech, comment on rassemble de l'IMO, de la finance, des assurances vie, des comptes titres, des PEA, des PEL au même endroit, ou des banques, tu vois. Et c'est ça mon sujet. Pour dire où ça va, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. En tout cas, on sait où ça va pas. C'est que ça ne va pas au niveau des héritiers, des ayants droit, oui. Des personnes décédées. Et ça du coup, les premiers. Le risque que tu présentes, c'est un risque en fait de perte de valeur familiale, parce qu'on n'est même pas au courant qu'il y avait ces actifs-là, parce qu'on n'a pas forcément la connaissance ou la compétence de pouvoir justement tout lister ou tout suivre. Oui. Et l'idée, c'est d'amener avec une solution la plus simple possible la compréhension patrimoniale complète de la famille, l'histoire familiale, et avoir les capacités de pouvoir récupérer le patrimoine de ses parents, grands-parents, etc. Ok. Donc en fait, c'est plus un risque pour les familles, parce qu'au final, pour les États, ça serait plutôt une petite aubaine de récupérer... C'est pour ça, il ne faut pas parler trop fort. D'accord. Oh quand même, hein. C'est important parce que, je comprends que tu ne fais pas ce que tu fais pour des intérêts d'État et que tu le fais pour les familles, mais bon, les familles composent l'État aussi. Complètement. C'est important quand tu vois la précarité qui se développe aujourd'hui, de se dire, s'il y a quand même 7 milliards qui sont pas redistribués correctement à certaines personnes. Oui, c'est pas ça qui va changer la vie de 70 millions de Français, mais bon, ça va peut-être changer la vie de certains qui auraient pu faire d'autres choses. Si tu le disais, de responsabilité, quoi. Faire perdurer cet héritage, des fois en local. Enfin, il y a aussi un sujet, je crois, de conservation dans les familles, de protection de l'environnement au niveau local. Des fois, c'est vendu à des gens peu intéressés par ce qui va se passer au local et plutôt intéressés par une rentabilité financière. Et tu détruis en fait tout un écosystème, toute une architecture, une logique, etc. Et ça, c'est dans un podcast comme le nôtre où on parle d'engagement et de durabilité, ça passe aussi par ces espaces de vie, ça passe aussi par ces histoires-là. Et c'est indispensable à avoir... à conserver un demain qui puisse être vivable et souhaitable, de préserver ces zones de vie telles qu'elles sont aujourd'hui, parce qu'en général, les familles ont un impact très fort sur cette localité, sur leur environnement, sur leur ancrage, parce que tu y vis, bien sûr. Parce que tu y as vécu. Quand un acteur économique tiers, lui, c'est pas trop ce qu'il va regarder là-dessus. Et c'est vrai, c'est ce que je dis en pitch généralement, parce qu'Omedom, ça permet de transmettre l'histoire plus simplement, et j'en reviens, ça reste notre terrain de jeu, et je te rejoins sur l'environnement maintenant qu'Omedom a un peu évolué. On a des parcs, des terrains, des forêts qui sont répertoriés dans Omedom, et moi ma volonté c'est encore faire de la pédagogie sur leur terrain,
Et j'ai pris un peu de retard sur ce projet-là, mais à Toulouse, il y a Nature en Occitanie qui fait un travail extraordinaire, qui est une association qui a une trentaine de salariés, je crois, donc une grosse asso, et qui emploie des ingénieurs écologues. Alors j'ai pas les bons termes, je suis pas experte dans ce domaine, mais en tout cas, l'idée c'était d'avoir des inventaires faune et flore sur les parcelles de ces propriétaires pour pouvoir les éduquer à comment, si j'ai une espèce à protéger, comment je la protège, qui j'informe, comment je la protège, et cette association est capable de le faire. Et donc on préserve aussi à notre niveau, tu vois... cette diversité. Ce que tu disais là, voilà, notre ancrage local, aussi en prenant en compte cet aspect-là. Et c'est aussi un axe de développement chez Omedom que d'aller sur ces sujets-là, que voilà, en ayant un bien au fin fond du Tarn et avoir passé mon temps en Ariège, oui, il y a des sujets environnementaux absolument indispensables. Moi, des fois, je suis très catastrophé de voir... c'était vrai avant, j'ai l'impression que ça se ralentit, des familles d'agriculteurs en fait qui revendent les terrains, et on perd des terres arables, on perd beaucoup de biodiversité, c'est quand même le drame de notre époque, parce qu'on concentre toutes ces terres-là entre les mains de quelques entreprises ou organisations, et cette perte de diversité, elle est évidemment préjudiciable pour nous tous. Et je te rejoins, l'intérêt aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut conserver un maximum de propriétaires différents, déjà en faisant en sorte que les familles puissent conserver ce qu'elles détiennent, souvent les petites familles, parce que c'est vrai que les très grosses familles sont très bien accompagnées, très bien équipées, notamment avec des familles office comme tu le disais. Je pense que quand tu parles des 7 milliards, ces 7 milliards, c'est pas sur les 15-20 familles les plus riches de France, c'est souvent les petites familles où on n'est même pas au courant qu'il y a des choses. Hein. Je pense, je connais pas. C'est souvent cette situation-là. La question du podcast, on a beaucoup parlé de la situation actuelle, aujourd'hui, comment ça se passe, et on comprend dans quel environnement tu as développé Omedom, tu as expliqué aussi quelle était la difficulté pour une famille aujourd'hui de pouvoir faire perdurer un héritage familial, ne serait-ce que d'être au courant de ce qu'il y a, et d'avoir cette autonomie, j'ai noté ce terme est important. Comment tu vois la suite dans ce domaine-là? Alors j'en ai un peu parlé, mais je pense qu'on a un tournant. Quand on reprend, on va en parler justement, la reprise d'autonomie, la reprise de contrôle de son patrimoine. Dans les études, pour te donner un autre chiffre, donc 58% de propriétaires en France, stable depuis un moment. Par contre, ce qui augmente petit à petit, je ne dirais pas de manière exponentielle, mais en tout cas, 58%, encore une fois ce chiffre, des propriétaires gèrent seuls. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, on était à 48-49, là on a 58% qui reprennent la main sur leur gestion. Pourquoi? Et là je suis allée un peu plus loin dans mes études, c'est pourquoi ils veulent reprendre justement ce contrôle sur la gestion patrimoniale. C'est parce qu'il y a un problème de méfiance et de défiance envers les experts. Il y a beaucoup de choses qui ont fait du mal. Notamment peut-être ces conseils trop abusifs ou une façon de commercialiser ces produits financiers un peu excessive, sûrement. Peut-être, je ne suis pas là pour juger, mais en tout cas l'état de fait est que dans le niveau de confiance qu'a un propriétaire envers les experts qui les accompagnent, il y a un fossé qui se creuse. Et en bas de tableau, c'est les banques, c'est les assureurs et c'est les courtiers en gestion de patrimoine. Il y a une défiance envers cette profession. Sûrement parce qu'un propriétaire, et je peux le comprendre, se sent acculé par des produits dont il n'a pas forcément besoin, mais qu'on va lui vendre et qu'on va lui inculquer que c'est absolument primordial qu'il l'ait. C'est un état de fait. Encore une fois, je ne porte pas de jugement. Si tu me poses la question, encore une fois, du coup, avec ces éléments, me dire c'est quoi le monde de demain, c'est encore une fois, c'est comment on permet à un propriétaire de reprendre confiance, le réassurer, l'éduquer, pas dans le premier sens du terme, donner les bons outils informatifs pour sa compréhension de la gestion, qu'il reste autonome pour qu'il puisse prendre lui-même les décisions qui lui correspondent le mieux. C'est renverser cette gestion patrimoniale qui est très descendante. Et voilà, la tech permet non seulement, en restant indépendant encore une fois, de parler à beaucoup de monde, de rendre le contrôle, de reprendre la main, de comprendre ce qui se passe, de centraliser, d'anticiper avec ce partage
Et après, une fois qu'on a ça, qu'est-ce que moi, en termes de tech, je peux t'apporter, tu vois, l'humain d'humain derrière, pour que tu aies le bon conseil. Et donc, c'est en partant d'eux que je réfléchis à la suite d'Omedom. Faire de la tech, mais encore une fois, sans aller vers du placement ou de l'optimisation ou des rendements lucratifs. Il y a d'autres solutions qui le font très bien. Finari est une super solution pour faire ça. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Donc pour demain, c'est le propriétaire au centre de la réflexion pour repenser toute la gestion patrimoniale et immobilière, puisque les agences IMO aussi mais dans leur intérêt. C'est un peu bateau de dire ça, j'ai pas encore... mais c'est le prendre à l'envers. En tout cas, c'est le prendre à l'envers. Et après se rattache effectivement à notre responsabilité en termes de tech, comment on réassure avec la cybersécurité, la sécurité des données, comment on sécurise le tout pour redonner confiance en la tech aussi. Donc il y a tout ce sujet-là. Si je synthétise un peu, et je vais pousser un peu le côté synthèse et puis je vais émettre une hypothèse. Oui. Donc, ce que tu observes toi aujourd'hui, c'est qu'on est vers une augmentation de l'autonomisation. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais on va dire une augmentation de l'autonomie des propriétaires qui ont de plus en plus envie d'avoir les outils pour comprendre ce qui se passe au niveau de leur gestion. Familiale, patrimoniale, fiscale certainement aussi, puis tous les éléments d'information financiers, qui ont besoin d'outils pour suivre tout ça. Et donc, quelque part, il y a de moins en moins de propriétaires qui font appel à des experts extérieurs. Donc là, un message qu'on peut adresser peut-être à la gestion locative, ou etc., c'est de faire attention et peut-être de penser différemment et de proposer des solutions comme Omedom aujourd'hui, parce que si en fait on va vers une autonomie de plus en plus forte des propriétaires, est-ce qu'on ne va pas vers la disparition de certaines expertises aujourd'hui à côté? Le but c'est pas de mettre à dos effectivement tout ce qu'il y a autour des propriétaires, les agences immobilières. Les premiers, on n'a pas vocation à faire une agence immobilière à proprement parler. Par contre, on a vocation à réfléchir ensemble à un SAV qui soit pertinent. Nous, effectivement, tu l'as bien dit, je pense qu'elles savent très bien, les agences IMO, comment ils font de la rétention, comment ils font des offres de services pour faire perdurer leur expérience client au sein de leur agence, retenir un client, tout ça. C'est des sujets, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Comment on amène le meilleur conseil, la meilleure expertise, le meilleur relationnel pour garder ses clients. Les réflexions sont les mêmes chez nous. Là où ça change, c'est qu'effectivement avec cette autonomie où l'on va, notre solution, notre technologie répond à leurs besoins d'abord. Et on ne fait pas de la tech pour les agences IMO, les experts. On a mis en place des outils pour l'utilisateur final. Donc oui, s'il doit y avoir des accointances ou des rapprochements avec les experts, nous, Omedom, pour en discuter beaucoup avec différents secteurs pro, ceux qui sont les plus proches de notre manière de fonctionner restent les notaires. Parce qu'il y a un besoin de temps, il y a un besoin de raccourcir les délais juridiques, il y a un besoin de récupération de l'information. Donc on est les plus proches dans la manière de penser. Mais encore une fois, on a l'indépendance qui nous est propre, qui nous est chère. Donc on ne peut pas être estampillé, une solution d'une agence IMO ou tout ça. Après, les agences IMO ont créé leur propre plateforme. IAD, les premiers ont été, avec le Covid, se sont digitalisés très très vite et d'ailleurs ont été licornes très rapidement par rapport à la digitalisation de leurs services. Nous, on l'a pris à l'envers. Voilà. On digitalise un besoin pour transmettre l'histoire pour monsieur, madame, tout le monde, quoi. Madame Michu au coin de la rue. Et en faisant ça, on le pense pour elle. Oui, l'élément déclencheur n'est pas le même, parce que ton élément déclencheur, c'est ton histoire familiale et ton besoin. Oui, mais le problème... Sur du développement d'entreprise, on le voit un peu différemment. Oui, le problème, en tout cas, ce à quoi je n'avais pas pensé, c'est que maintenant, on a 1,4 milliard d'actifs sous gestion à l'heure actuelle, on a des multipropriétaires et on a des biens privés que les agences n'ont pas forcément. Et avec la crise de l'IMO qu'on a passée,
il y a eu une volonté à un moment donné de certaines agences d'avoir du lead de notre base de données ou des biens qu'il faudrait faire remonter chez certaines agences pour étoffer leur portefeuille, tu vois, de biens. Alors, aujourd'hui, j'essaye de reconstituer le truc, hein, mais comme évidemment tu as des informations que certaines agences ou gestion locative n'ont pas, bah, évidemment parce que c'est pas la même finalité. Là, on est sur un outil d'aide aux familles. En général, gestion locative ou agence Simon, on est sur des biens qu'on va vendre ou qu'on va transmettre en gestion locative. Tu as aujourd'hui des démarches de certains cabinets ou de certaines agences pour te demander de récupérer de la data sur certains clients pour enrichir leur portefeuille, c'est-à-dire qu'ils voudraient proposer des services de gestion locative à ces personnes-là. C'est ça. Donc on n'est plus sur, tiens, on va se rapprocher d'Omedom parce qu'Omedom a de la data qui va nous intéresser pour pouvoir vendre des services. C'est ça. Alors voilà, disons que la première discussion, c'est dans ton premier cas, effectivement, c'est récupérer des biens ou la gestion sur des biens ou même de la transac. On le voit, hein, dans Omedom, il y a 63% de biens en location qui sont rentrés. Donc il y a un sujet pour nous d'aller un peu plus loin sur la gestion locative ou pas. En termes de tech, je parle de technologie, comment... Voilà. Et donc effectivement, ces agences voulaient récupérer la gestion locative de ces biens-là. Donc ça a mis fin aux discussions, voilà, moi c'était pas possible. Oui, en fait, la question se pose même pas, c'est qu'il est inenvisageable aujourd'hui de trahir la confiance des utilisateurs. Pas dans ce sens-là. Voilà. Pas dans ce sens-là. Mais si l'utilisateur te demande, toi, Omedom, aujourd'hui, tiens, je veux vendre un bien, etc., tu te retrouves dans une situation à, est-ce que du coup je franchis ce cap-là ? Ou est-ce que je garde ma solution telle qu'elle? C'est un peu ça que tu partages? Oui, c'est la réflexion du moment. C'est la réflexion du moment de se dire est-ce qu'on n'internalise pas de nouveaux services, mais on y va prudemment. Voilà, on est très prudent parce que là on renverse, on va se faire des ennemis. Oui, puis alors, le sujet d'internaliser des compétences est un sujet de développement de beaucoup d'entreprises. Tu démarres avec un service et puis en fait tu crées de la confiance. Complètement. Tu gères cette confiance par tes actions du quotidien et tu mérites cette confiance-là. Donc de manière assez naturelle, tu vas te retourner vers un acteur en qui tu as confiance pour des besoins qui semblent être très proches de ceux que tu as proposés au début. Complètement. Et toute la question d'internaliser, c'est comment ce que je vais proposer de nouveau va me permettre de garder la qualité initiale et l'indépendance initiale. Est-ce que je ne vais pas avoir un risque? Et donc ça, après, des fois, c'est des prises de tête qui sont intéressantes, parce que tu parlais d'entrepreneuriat, ça fait ça, dans ce sujet-là, c'est cool. Tu as sondé un peu tes clients, tu as sondé un peu tes partenaires Oui, on est en pleine réflexion. Il y a de la demande, c'est-à-dire que, et vous le savez, Family Office, un bien aussi a une durée de vie. On l'a fait perdurer sur plusieurs générations, c'est des timings plus longs. Ou alors, c'est effectivement... le bien est voué à être vendu, on prend une décision, on le vend ou on le met en loc pour pouvoir le préserver. Donc voilà, chaque bien a son histoire aussi. Et donc on a dans notre base de données ces biens-là. Donc il y a des demandes, on le voit, hein, on sait comment fonctionnent nos utilisateurs en temps réel, une volonté de réfléchir d'abord à la succession. En fait, c'est le premier palier. Hein. En fait, la première réflexion, c'est voilà, j'ai 70 ans, enfin je vais avoir 71 ans dans 3 ans. Il faut que je commence à y penser. Dans Omedom, il y a tout. Je me retourne vers vous. Donnez-moi un conseil, quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Ce serait quoi la meilleure stratégie avec mon histoire, avec un enfant ici, un enfant là, ou pas d'enfant? Qu'est-ce que je dois faire, quoi? Donc ça, c'est le point d'entrée. Donc ça voudrait dire que chez Omedom, on est des experts qui ont la data disponible, puisque tout est intégré dans Omedom. Donc on a le patrimoine à 360. Il n'y a pas besoin d'échange de mails entre nos utilisateurs et les experts. Et après, donner du conseil, on y réfléchit, oui. Mais effectivement, après, une fois que la décision est prise au niveau de la succession, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va après? Est-ce que tu recrutes des gens en interne? Est-ce que tu développes de nouveaux services? C'est en réflexion. J'ai pas... Tout dépendra encore une fois de questions de rencontres et on a d'opportunités, de rencontres. Ça se fait pas comme ça. En tout cas, il y a un besoin. C'est-à-dire que, comme tu disais, sous la démarche de la confiance, on se retourne vers les interlocuteurs qu'on connaît
et qui nous font confiance. Et ça, c'est notre travail au départ, le SAV, la sécurité des données, etc. Et maintenant, on nous en demande plus. Et voilà quoi. Et quand tu es face à des situations comme ça ou à des prises de décision, est-ce qu'il t'arrive de te souvenir de cette pochette rose dont tu parlais, de ce qui a créé Omedom, d'essayer de revenir un peu aux sources pour se dire tiens, est-ce que j'ai suivi ce que j'avais envie de faire, ou est-ce que tu as une façon de gérer ces moments-là? Je l'ai toujours en tête. Et encore une fois, c'est cette colère ou cette rage voilà, qui m'anime au fond, qui est une rage bienveillante, je préfère le dire. On retient. C'est oui, important. Oui, il faut rester en mouvement. Donc, en tout cas, cette colère, cette rage, et ce qui m'anime, c'est de penser à ma mère et nos biens de famille. Parce que moi, ma finalité perso, et demain, pour ta question, c'est moi que je puisse prendre le relais de ma mère. Et que je puisse faire perdurer l'histoire de mes biens de famille. Et voilà, je la vois casser parce que je suis émue, parce que j'aurais bouclé ma boucle si j'ai les moyens. Et je sais maintenant combien il me faut pour gérer les biens de ma mère et finalement de mes grands-parents, que mes sœurs n'ont pas les mêmes dispositions. Je veux pouvoir leur proposer quelque chose qui, moi, m'anime, encore une fois, et de pouvoir gérer, faire perdurer l'histoire de ces biens-là si mes sœurs ne le souhaitent pas. Moi, je vais pouvoir avoir les moyens de le faire. Donc, ma boucle sera bouclée. Et ça c'est mon moteur. Et donc, quand tu dis, je pense à mes dossiers colorés, alors oui, je pense à ces putains de dossiers colorés, mais je pense à ma boucle finale. C'est que cette histoire-là, moi, je l'ai fait pour que ma mère puisse suivre ce qu'elle a en temps réel, qu'elle puisse partager avec nous, que je puisse, que la succession se passe le moins mal possible, et qu'on ait tous les papiers au même endroit, et que je puisse savoir combien il me faut pour pouvoir les gérer au global, au complet, ou juste mon bien que j'ai en héritage et que j'ai assez d'argent pour le faire. Enfin, c'est tout quoi. Enfin... Faciliter l'autonomie de Colline sur la gestion des biens familiaux. Et à terme... Je suis pas la seule quoi. Non, ça oui, c'est évident. Oui. En fait, tu mets vraiment la lumière là sur un sujet. Je pense que tous ceux qui nous écoutent se diront bah oui, en fait, je connais plein de gens qui sont dans cette situation-là. Oui. On est incapable, et il y a une sorte de non-transmission. Des fois, on est incapable de savoir ce que nos parents ont. Complètement. Donc des fois, on pose la question, j'en sais rien. Oui. Ouais, il y a un peu de ci, il y a un peu de ça, j'en sais rien. Et c'est, toi, tu as fait des études poussées, mais quand on prend le temps de se poser quelques minutes, c'est dangereux d'être dans cette inconnaissance totale l'ignorance, on le sait, de ce qu'il y a. Et derrière, tu dois peut-être aussi penser à j'ai 2 filles, donc peut-être que la boucle sera bouclée quand je créerai l'espace pour ma fille 1, ma fille 2, et qu'elles seront là. Alors déjà, je les exploite, c'est comment Mais oui, bien sûr, c'est après, mes filles grandissent dans ces biens-là aussi, puisqu'on continue d'y aller, la petite maison là dans la prairie, et puis le chalet, c'est un luxe, attention, c'est un luxe dont on prend conscience quand on est grand. Et je fais bénéficier mes filles de ce luxe-là en leur disant, voilà, prenez-en soin, quoi. C'est pas tout le monde, vous allez à la neige, quoi. Donc, on en prend soin. Sauf que ça coûte de l'argent. Et donc, combien ça coûte à l'année pour que je puisse continuer d'emmener mes filles apprendre à skier. Enfin, c'est du b.a.-ba. Et donner les moyens que ça puisse avoir le jour, que ce soit pas juste une utopie. Donc, c'est un super moteur. C'est un super moteur. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais qu'on aborde? Il y en a plein, j'ai 3 pages. Colline est venue avec des notes. Oui, parce qu'avec la fatigue et comme je pars dans tous les sens, il fallait que je synthétise ma propre pensée. Pendant que j'allais chercher, je vous invite, j'ai complètement oublié, j'oublie quasiment à chaque épisode, je vous invite à commenter, partager, vous abonner, comme d'habitude, pour augmenter la visibilité du podcast. C'était la petite pause publicitaire. Il y aurait tellement de choses sur la RSE, effectivement on touche plein de sujets, mais je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Il y a un sujet, et on en parle beaucoup, alors je suis dans la PropTech, donc la tech liée à l'immobilier. PropTech, c'est... Tu sais pas ce que c'est? Bah non. Ben voilà. Donc pour moi, c'est une technologie propre, mais ou Monsieur Propre aussi. Je sens que c'est très naïf comme c'est réponse. pour petit, ouais. Mais c'est justement, tu vois, c'est un problème, c'est que je suis une PropTech, du coup. L'écosystème est à Paris.
L'ancienneté est à Paris. Les fonds d'investissement financent des projets de PropTech et de FinTech, donc finance et technologie. Et moi, je suis Albi. Ma question est, comment j'ai les moyens de rester sur mon territoire ? Je suis albigeoise, je crée des emplois, j'ai des partenaires locaux. Mon avocate en droit de la propriété intellectuelle est sur Castres. Mes banquiers sont à Toulouse, mais mon expert comptable est sur Mazamet. J'ai un développeur sur Albi, alors j'en ai un à Paris et à Marseille parce que je peux pas faire autrement. Je veux me développer sur mon territoire. Et il y a un sujet d'ignorance de la PropTech et de comment on finance la PropTech, et qui plus est en B2C, c'est-à-dire une solution pensée pour le client final et pas pour une entreprise. Je ne suis pas en B2B, je suis en B2C. Tu n'as pas des aides de la mairie, de la région, des choses comme ça pour justement les sociétés innovantes et je partage ton avis, hein, il y a plein d'innovations dans d'autres sujets et quand tu es loin de Paris, c'est toujours un peu plus dur. Oui. Donc au-delà même du côté PropTech, c'est comment on fait pour répartir un peu ce côté égalité des chances quand tu as une très bonne idée. Voilà. Mais là, sur ton sujet, une ville comme Albi, est-ce qu'elle n'a pas intérêt à te soutenir ou à dire voilà, il y a quand même une fierté si j'en suis là, c'est qu'on a été soutenu à différents moments de la boîte. Hein. On n'est pas encore rentable, c'est pour ça qu'on lève des fonds, c'est ce qui est logique en start-up. Mais tu n'es pas start-up, tu disais. Mais non, mais... Je t'embête, hein, mais non, mais je suis start-up sur 3 choses. Parce qu'effectivement, comme je ne suis pas rentable, je lève des fonds pour atteindre la rentabilité. Le deuxième, c'est que j'emploie de la ressource technologique. Et le troisième, c'est que le business model est exponentiel. C'est la définition de start-up. Hein. Okay. C'est-à-dire que je produis une solution qui est vendable à des millions de gens. Donc c'est les économies d'échelle où finalement le chiffre d'affaires est exponentiel. C'est ça, je suis start-up parce que je suis typiquement dans ce schéma-là. Mais c'est pas ce qui te définit aujourd'hui. Tu rentres dans cette case-là, mais ton aventure entrepreneuriale, elle tient plus à l'histoire familiale, au local, complètement. à ce côté-là. Ok, je comprends. Et par contre, on finance, les leviers de financement, c'est pour les startups. Là, il y a tout un vocabulaire autour de la startup, financer de l'early stage, financer des séries A, des séries B, des pôles d'investissement. Voilà. Là, si tu commences à payer ta bourse, il faut que tu les expliques. Oui, mais tout à fait. Et c'est ça qui est un peu gonflant. C'est que moi, j'essaye de faire évoluer une entreprise, d'abord, sur mon territoire, avec cette idée-là. On a des preuves de traction. On a des axes de croissance multiples, une base de données qui est constituée. Comment je trouve le bon financier sur mon territoire pour m'aider à y rester? Et c'est là où j'ai un souci. Parce que réponse actuellement à cette question. Alors après, on va pas réinventer l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a avec le remaniement gouvernemental et les fonds d'investissement qui sont gelés, que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des business angels, il y a un vrai ralentissement du financement de l'innovation suite à l'instabilité gouvernementale, mais aussi au projet de budget sur la loi finance. On n'a aucune idée, du coup tout s'est arrêté. Il faut savoir qu'à Toulouse, rien qu'à Toulouse, une start-up par semaine dépose le bilan parce que les financements n'ont pas été débloqués, parce que justement il y a cette frilosité ambiante des financements. Et donc voilà, c'est un vrai sujet aujourd'hui d'accélérer sur la tech, sur l'IA et sur justement décentraliser les compétences et que les process de financement soient beaucoup plus courts, parce qu'un projet comme le mien, il faut qu'il passe à Toulouse, première étape, puis à Paris. À Paris, ça prend du temps, donc voilà, que ce soit les bons interlocuteurs, et puis que ça descende à Toulouse, et puis à Albi. Donc on perd du temps, et en start-up, le temps c'est de l'argent, enfin dans toute entreprise, le temps c'est de l'argent, et il faut jongler avec cette trésorerie qui est fluctuante et de plus en plus, encore une fois, sinusoïdale, si on reprend ce terme-là. Donc voilà, et je suis sur Paris 2 à 3 fois par mois pour rester dans mon écosystème, pour aller à la rencontre des associations qui sont leaders sur le marché de l'IMO et de la tech. Et donc ça creuse, enfin ça me fait une ligne sur un BP, quoi. C'est une ligne conséquente. Pareil pour les relais médias, je vais directement à Paris parce que ça ira plus vite en termes de retombées, d'impact et de réseau, on en parlait.
Donc je dois rester en mouvement sur mon sujet. Et voilà, c'est des coûts. Oui, en fait, tu as une sorte de... On m'a donné le terme il n'y a pas longtemps, de distorsion de concurrence. Parce que toi, contrairement à une PropTech parisienne, tu dois rajouter dans ton cahier des charges le coût des déplacements, le temps des déplacements, pour arriver à la même finalité. Donc, on ne part pas avec les mêmes chances au démarrage, avec une localisation géographique. Je suppose que les PropTech à Paris ont d'autres problématiques. Hein. Par exemple, les locaux, nous, on est tous en télétravail. Tu vois, il doit y avoir un truc qui sont aussi énergivores financièrement quand on est une PropTech à Paris. Mais par contre, encore une fois, très factuellement en termes de chiffres, sur l'enveloppe globale des levées de fonds au niveau français, 17% sont reversés dans les régions, tu vois. C'est quoi, 83% c'est Île-de-France? C'est Île-de-France, ouais. C'est Île-de-France. Donc ça pose réellement des sujets. Si je veux pouvoir évoluer, on s'est posé la question avec Héloïse et Chloé qui est associée maintenant. Est-ce qu'on déménage? Est-ce que pour avoir accès plus facilement aux levées de fonds, pour avoir effectivement coché la ligne, il faut un siège social en Île-de-France. Je ne peux pas le cocher actuellement. Donc je perds du temps, peut-être du temps de développement aussi. Pour toucher des grands financiers, est-ce qu'on ne crée pas une autre adresse, tu vois, une adresse postale secondaire? Tout ça, ça fait partie des réflexions et il faut faire des choix. Et pour repenser à ta pile de... Voilà, ce que je repense à ma pile de dossiers colorés, moi j'ai une qualité de vie extraordinaire entre Albi et Toulouse. Mon histoire est là, je pitch avec cette histoire-là. Je veux pouvoir rester sur mon territoire. Donc oui, Albi nous accompagne avec la location gratuite de locaux à l'Innoprod. Voilà, après, je ne vais pas leur demander des milliers et des cents, mais ils sont présents, ils nous connaissent, ils nous soutiennent, ils nous mettent voilà, en haut de l'affiche. Et merci mille fois à la mairie d'Albi, à la C2A, au département du Tarn, qui nous ont soutenus aussi pour le projet du CES. Voilà, et après quoi? Voilà. Mais en fait, tu partages un autre combat, qui est celui de faire vivre des entreprises comme la tienne et de rester en local, en fait, et d'amener toute cette valeur que tu amènes d'écosystème, dans les territoires locaux, là où tu vis. Et ça sera au final, ça reste une difficulté, comme tu la présentes. C'est pas une difficulté qui va t'empêcher d'avancer, mais c'est une difficulté qui est présente au quotidien. Qui sur un business plan fait la différence. Donc tu te passerais bien, quoi. Ouais, donc il y a tout le combat que tu mènes sur l'autonomie familiale de la gestion de patrimoine, et puis il y a un second combat qui est comment... Il y a le troisième. Quel est le troisième? Le troisième, c'est d'être une femme dans la tech, dans les territoires. Voilà, ça c'est un autre sujet. Encore une fois, le but c'est pas d'être une victime, il faut faire très attention à ce sujet-là. Factuellement, on est 2% de femmes CEO dans la tech. Si je rajoute un filtre d'être maman solo, on est 0,5% de femmes dans la tech à lever des fonds. Femmes CEO, donc PDG. Hein. Et attends, on a des stats en fonction du statut familial des gens à la tête des levées de fonds, enfin des sociétés qui font des levées de fonds. Oui, il y a des stats, ouais. Il y a des stats. Et d'ailleurs, une société dans la tech qui est homme-femme a plus de chances de lever. Il a 4,5% de fois plus de chances de lever des fonds, par exemple. Quand il y a des hommes à la tête de l'entreprise? Homme-femme. Maintenant, c'est parité. Il faut un des deux, un de chaque, quoi. Ah, donc 2 personnes à la tête. Voilà. D'accord. Oui, parce qu'on a enfin compris que... En fait, voilà, donc ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Amener à plus de qualité. Mais encore une fois, tu vois, ces gens qui font bouger les codes sont à Paris. Et je pense à Sista, je pense à Connectors by BNP. C'est des réseaux de femmes dans la tech qui essayent de faire bouger les codes et donc qui sortent ces statistiques-là, justement, pour inciter à penser différemment. Mais après, au quotidien, moi, je le vois, les questions sont parfois pas sur le projet. Et donc, je pitch mon projet dans la tech et je pitch d'être une femme dans ce projet. C'est triple combat, quoi. Donc, c'est heureusement que j'ai la colère et la rage. Ouais, avec une bonne dose d'énergie. Parce que mener un combat, c'est fatigant. 3, j'imagine pas.
Mais merci en tout cas d'avoir rajouté ce sujet-là, parce qu'au final, il est super intéressant aussi. Oui, c'est intéressant. Il faut le prendre encore une fois. Et dans ce podcast-là. Il faut le savoir. Alors, il reste deux questions pour ce podcast. Il y en a une, c'est une chose que tu changerais, toi, aujourd'hui. Alors, là, tu viens de nous citer plein de choses, et en fait, on comprend que c'est des choses que tu aimerais changer, ouais. J'imagine, et évidemment tout le monde te rejoint pour qu'il y ait plus d'équité homme-femme dans ces sujets-là. Oui, ça bouge. Qu'est-ce que je changerais? Pardon, mais j'en reviens encore au financement, c'est qu'on nous parle, voilà, ce qui se passe en ce moment au niveau de la tech, de l'intelligence artificielle, et du coup de la cybersécurité, qui va de pair. Il y a un réel sujet sur la souveraineté de nos données, et ça rejoint la RSE chez nous, c'est qu'on a vraiment une verticale sur la cybersécurité, traitement, stockage de nos données, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Héloïse qui est en charge de toute cette partie-là, c'est encore une fois avoir les moyens d'être souverain. C'est très joli de vouloir avoir ses serveurs dans son local, dans des armoires. Et c'est le rêve d'Héloïse, chacun son rêve, mais voilà, le rêve d'Héloïse, c'est d'avoir dans son bureau ses propres serveurs dans des machines, voilà, dans des placards. Parce qu'on a la maîtrise de la data, on sait comment on la traite, on sait où elle est stockée. Et j'espère pouvoir y arriver. Encore une fois, il faut qu'on ait les moyens, ça coûte extrêmement cher. Ça coûtera extrêmement cher d'internaliser le stockage de nos serveurs. Encore une fois, voilà, avoir les moyens de le faire. Question de souveraineté nationale, c'est la souveraineté de nos serveurs, comment on est compétitif tout en étant dans une démarche responsable de nos entreprises, de notre technologie, de la manière dont on traite nos technos. Ok, il faut avoir les moyens de le faire. Il ne suffit pas d'être rentable et d'avoir des millions de chiffres d'affaires, il faut le faire aussi à tout petit niveau et à chaque strate. Voilà, si on le fait, il faut que nos partenaires le fassent, nos fournisseurs, et ça rejoint la RSE, c'est comment on fait une éthique de la cybersécurité, nous, et ce qu'on emmène avec nous, et faire des cercles plus ronds petit à petit, quoi. Un conseil pour tous, pour demain. Allez voir un psy. Là, tu peux pas terminer sur ça. Tu dois développer un petit peu. Mais c'est un très très bon conseil, bien évidemment. Ça... Non, c'est pour aussi que ça soit moins tabou aussi en même temps que l'éducation financière. Tu as raison. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec un dirigeant. On disait, mais en fait, aujourd'hui, tu as des gens qui payent des abonnements à la salle de sport. Faudrait salle de psy, on peut pas faire. Oh, non, mais c'est faux parce que c'est ok dans notre société aujourd'hui que tu payes un abonnement dans une salle de sport pour y aller tous les jours ou plusieurs fois par semaine pour prendre soin de ton corps. Et je paye un coach aussi pour faire du sport. Voilà. Donc, oui. Et là, par contre, prendre soin de sa santé mentale, santé physique, pas de souci, santé mentale, c'est très tabou. Oui. Voilà. Ouais. Et c'est incompréhensible comment on peut avoir autant de tabous sur la santé mentale et mettre autant en avant l'importance de la santé physique. Non, mais on en revient à l'humain, tu vois. Enfin, pendant que tu parles, je réfléchis, mais on n'est pas obligé de voir un psy toute une vie. C'est par moments, à des moments, c'est juste en être conscient parce que, encore une fois, en déconstruisant et en reconstruisant ce qui est propre pour nous dans nos sociétés actuellement, il faut penser différemment. Et je te rejoins sur ce que tu disais, l'humain au centre de la démarche. J'ai du staff, j'ai des partenaires, j'ai des fournisseurs. Comment je leur parle, quelles infos ils ont besoin, de comment on avance ensemble, quelle est ma vision d'entreprise, est-ce que je les emmène, est-ce que je les emmène bien, et tout ça, ça part du chef d'entreprise, quoi. Et est-ce que je suis compréhensible dans ce que je raconte, est-ce que j'ai pas loupé d'infos, est-ce que là j'ai été un peu piquante, donc je peux voilà, froisser quelqu'un sans le savoir. Encore une fois, ça peut paraître idiot, mais si j'ai pas ces codes qui s'allument chez moi, oui, là tu m'attaques, tu me parles d'un sujet qui me touche moi, et donc je risque de répondre d'une certaine manière où je vais m'excuser après. Le but c'est pas de s'excuser, mais c'est de faire cette démarche-là en 2 secondes, et je vais te répondre en sachant que je vais m'énerver avant que je monte la voix et que je sois inaudible finalement. Donc encore une fois, c'est remettre moi qui je suis en tant que femme entrepreneur dans ma société pour que finalement je fasse bouger les pièces autour de moi. Mes enfants en premier, mes collaborateurs,
mes associés. J'ai encore du chemin à faire, hein, tout n'est pas parfait. Mais tu n'as que 37 ans aussi. Hein. C'est sûr. Oui, j'ai l'impression d'avoir 50. Oui, ça c'est l'effet entrepreneurial et levé de fonds. Ah ouais, oh la claque. Après, on est des jeunes entrepreneurs aussi hein, dans le monde de l'entrepreneuriat. Non, voilà, donc c'est ce sujet voilà, de santé mentale. Ouais, oui. Il faut qu'on puisse tenir dans le temps en ayant les pieds bien ancrés au sol, mais la tête dans les étoiles. Merci Colline. Merci Simon.